Ben, moi, c'est Will. Je suis coach sportif pour le grand public. Je suis préparateur physique pour les athlètes professionnels, donc les basketteurs et les basketteuses. Et je suis également préparateur mental dans la gestion des émotions pour les personnes, on va dire, chefs d'entreprise, avec de bonnes responsabilités. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut qu'on raconte, parce que moi je raconte le cheminement. Toi et moi, on s'est rencontrés sur des terrains. Toi et moi, on était basketteurs. Ouais. Aujourd'hui, je veux pas dire qu'on n'a plus rien à voir avec le basket, mais quelque part, on s'est reconverti. Tu t'es reconverti, je me suis reconverti. Exactement. Est-ce que tu peux déjà te présenter concrètement de comment tu étais comme joueur et qu'est-ce qui t'a fait basculer à un moment donné en tant que préparateur physique? Allez. Et ben moi, j'ai toujours été basketteur depuis l'âge de mes 16 ans. J'étais à Orléans en espoir et pro. Et puis après, bah, j'ai vagabondé, comme on dit, en France, dans des clubs. Et c'est là où est-ce que je t'ai rencontré quand on était à Châlons. Moi, j'étais à Russie et toi à Châlons, du coup. Et on s'est rencontrés là-bas. Et puis, il y a eu tout de suite une alchimie, on va dire. Voilà. Après, moi, j'ai continué un petit peu ma carrière, etc. Et puis, arrivé à mes 28 ans, je pense que j'avais fait le tour du basket. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On va en parler, t'inquiète, on va en parler. Et donc, du coup, je suis arrivé à 28 ans et je me suis dit... je crois que ça y est, hein, j'ai fait ce que j'avais à faire dans le basket, j'ai joué au niveau que je voulais, j'ai eu les responsabilités que je voulais, etc. Et je me suis dit, vas-y, essaie de pousser peut-être une autre porte et voir un petit peu ce qu'il en est de l'autre côté. Et c'est pour ça que je suis parti dans la préparation physique, tout simplement. Ok. Après, il faut le dire, t'as toujours eu le style. Et t'as toujours été fit, mec. Vrai ou vrai? Toi, tu connais la transition. J'adore. Elle est très bonne, cette transition. Ouais. Et puis après du coup, j'ai créé Style Fit. Donc à la fin de ma carrière de basketteur. Et franchement, je pense que je vais pas te mentir. Hein, je crois que c'est la meilleure expérience que je suis en train de vivre à l'heure actuelle. Après, moi, on a déjà discuté, on s'est appelé longuement au téléphone. Moi, j'aime bien que tu dises c'est la meilleure expérience, mais faut rappeler le cheminement. On n'y arrivera pas en disant oui, c'est facile, c'est le meilleur. Non, gros, t'as travaillé, t'as taffé. Ouais. À un moment donné, et laisse-moi terminer, c'est qu'à un moment donné, on se pose comme ça. Moi, je le connais, hein, on se pose dans le canapé et on se dit. Est-ce que je kiffe vraiment jouer au basket? Est-ce que c'est rentable de jouer au basket? Est-ce que ces questions-là, quelles étaient tes questions, toi, à la fin de ta carrière? Entre guillemets, parce que tu n'avais que 28 ans, tu disais. Ouais, j'avais que 28 ans, donc j'étais ultra jeune. En fait, le truc que je me disais, c'était est-ce que le temps que je passe sur le terrain, tu vois, à m'entraîner, à faire les bonnes choses, à bien manger, à faire attention à mon corps, à faire attention à ma santé mentale, etc., est-ce que ça valait assez le coup, tu vois, de faire ce genre de choses, ce genre de sacrifice dans mon quotidien. Et je suis arrivé en fait à la réponse que non, tu vois. Donc le coup, c'est la maille, le genre, le coco, c'est quoi le coup? Non mais il faut qu'on dise les choses. Si on doit dire les choses convenablement, ok. Moi, c'est clairement l'argent qui a fait que je me suis dit je vais me tourner vers autre chose. Tu vois, à un moment donné, tu peux pas faire tous les efforts que je faisais dans mon quotidien pour être basketteur pro. Et arriver à la fin du mois et dire ok, je suis bien payé, je suis même très bien payé par rapport à certains, j'ai des avantages en nature, un appartement, une voiture de fonction, etc. C'est cool. Mais qu'en est-il vraiment? Ouais. Tu vois? Mais tu vois, c'est vrai qu'on parle de l'argent et c'est vrai que c'est un moteur, mais au-delà de là, c'est la précarité. Tu vois, moi, je me souviens encore d'un moment donné, comme tu dis, on a la logement, on a la voiture, t'as un salaire, mais il y a une certaine précarité que moi, j'ai connue, tu vois. Exactement. J'ai connu, ça veut dire que à la fin de ton contrat, c'est, allez, comment je vais rebondir? La chance, c'est que quand tu signes 2 ans, t'es content, mais au bout de 2 ans, t'as le même cheminement, tu vois. En fait, moi, je trouve que c'est ça qui est un petit peu chiant dans le basket, si tu veux, c'est tu peux pas savoir où est-ce que tu vas être dans les 10 prochaines années. Ce n'est pas possible, tu vois. Y a très peu de joueurs qui font carrière dans un même club. Tu vois, c'est ultra rare, quasiment impossible en France. J'ai un exemple, peut-être Ben Monclar, tu vois, qui a fait 8 ans à Blois. Mais ça doit être vraiment un des seuls joueurs qui a fait ça, tu vois. Ou les autres, peut-être que je les connais pas, voilà, tout simplement. Mais c'est ultra rare. Donc c'est vrai que tu arrives à la fin de ton contrat, tu dis ouais cool, t'as passé une bonne saison, t'as fait ce que t'avais à faire, tu vois, t'as bien géré dans le sport, mais même à côté. Et puis après, bah tu te dis ok, qu'est-ce que je fais quoi,
Tu vois, donc il faut que tu appelles ton agent. Ouais, il n'y a pas de piste. Ah, si, il y a des pistes. Ah, tel montant, etc., etc. Et puis, au final, tu dois te renouveler à chaque fois dans une nouvelle ville. Donc, potentiellement, tu vois, moi, en plus, j'étais seul. Donc, c'est l'avantage. Mais ceux qui ont une femme, ceux qui ont des enfants, donc réinscrire les enfants à l'école pour que la femme retrouve, entre guillemets, un autre travail, etc. Enfin, c'est ultra difficile, tu vois. Ouais, c'est dingue. Donc, comme tu le disais, hein, c'est vraiment une situation précaire. Et moi, ce genre de précarité, c'est pas quelque chose, tu vois, qui me motivait plus que ça. Donc, pour ça, j'ai préféré basculer dans ce que je fais maintenant. Comme on dit, pivoter. Exactement, pivoter. Pivoter. Mais moi, je voudrais aussi qu'on, dans ce genre de conseils, de se dire, tu vois, tu disais, tu kiffes vraiment ce que tu fais, mais à un moment donné, il faut avoir les informations. Tu vois, créer une entreprise, il faut avoir une information. Bien sûr. Épargner, il faut avoir une information. Qui aller voir pour justement se développer, il faut avoir l'information. Et moi, ce que je reproche aussi quand j'ai été joueur, c'est que ces informations-là, j'ai dû aller les chercher ailleurs. Tu vois, même une micro-entreprise. Hein, tu vois, aujourd'hui, tu vas monter une micro-entreprise. Nous, on est basketteurs. On paye même pas notre essence parfois. Ouais, c'est notre logement, il est déjà fourni par le club. À ce moment-là, se pivoter, il n'est pas si évident que ça. On va pas se mentir. Comment tu as fait? Franchement, je vais pas te mentir. Qui t'a conseillé? Moi-même, tout simplement. En fait, j'avais personne, tu vois, vers qui me tourner. Et donc, du coup, c'est vrai que quand tu commences, c'est délicat, tu vois. Et puis, comme tu dis, tu as toujours été basketteur. On t'a toujours, entre guillemets, mâché le travail. Tu vois, tu n'as jamais fait de démarche toi-même. Tu t'es jamais intéressé au truc, etc. Voilà, parce que tu es dans un système qui fait que on doit tout te faire, entre guillemets, pour que toi, tu restes concentré, entre guillemets, au basket. Exact. Donc, forcément, tu t'intéresses pas forcément au truc. Et c'est vrai que, si tu veux, je vais te citer 2 exemples. Moi, qui m'ont paru fous, hein, qui m'ont un peu choqué, mais au final, j'étais vraiment dans le vrai. La première fois que je suis parti chez le médecin, tu vois, la première fois que je suis parti chez le médecin, je vois qu'il y a une personne qui sort, une autre personne qui rentre. Moi, je regarde ma montre, je dis, attends, je comprends pas. Ouais. J'avais rendez-vous à 16h30, il est 16h40. Bizarre. Deuxième personne qui sort, une autre personne qui rentre. Mais attendez, monsieur, vous êtes en retard. Ouais, j'avoue. Tu vois? Ouais, j'avoue. Et la personne me dit, mais monsieur, non, moi j'ai toujours une demi-heure de retard, c'est normal en fait. Ouais. Ah, ok. Et c'est là, moi, j'ai commencé à tomber des nues en me disant, mais attends, nous, quand on était basketteurs, il peut y avoir 30 personnes devant nous, on passait, on avait notre ordonnance, on repartait chez nous, quoi. C'était réglé. Et tu vois, ce que tu me dis, moi, c'est la première fois que j'ai dû louer mon appart. Je m'en souviens, je devais louer mon appart, je ne savais pas comment faire, les assurances, etc. Même les assurances de voiture, je ne savais pas le faire. Quoi. Alors qu'on parle d'un truc basique, tu vois, simple. Le dingue. Et même ça, on ne sait pas le faire. Ouais. Enfin, on ne savait pas le faire. Maintenant, on a appris, etc. Et puis, surtout, on s'est trompé. Ouais. Et c'est ça qui est vachement bien, tu vois, le fait de te tromper, donc du coup, de ne pas refaire les mêmes erreurs, etc. Et ça, c'est très cool. Mais c'est vrai que moi, on va dire que ma mère, elle n'était pas forcément là, mon père non plus. Donc, du coup, c'est vrai, tu peux pas forcément te tourner vers des personnes, etc. Tu vois. Donc, j'ai appris sur le tard, comme on dit. Voilà. T'as bien appris, hein. Ah, j'ai plutôt bien appris, pour le coup. T'as bien appris. Voilà, moi, je recontextualise un petit peu tout ça. Nous, on se rend compte, t'es préparateur physique à Blois. Ouais. On se rend compte, t'étais en Pro B, donc c'était la grosse rivalité entre Nancy et Blois, je me souviens, pour la montée. Exactement. En Pro, on discute, on se revoit. Et c'est ça qui est fort aussi dans le basket et que je renie pas, c'est tu vois, on s'est vu peut-être 1 année, 2 années, tu vois, de notre carrière ensemble, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et d'ailleurs, on garde des liens, on se reconnaît, comme on dit, vrai, qu'on reconnaisse vrai, tu vois. Exactement. Et c'est ça qui est hyper fort. Mais toi, comment t'as atterri en Pro B en vrai? Et à ce moment-là, je me dis, le gars, il est là. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, avant le confinement, parce qu'il y a eu le confinement, avant le confinement, j'étais entre Paris et Tours. Et je développais vraiment la partie parisienne de mon coaching, etc. Et donc, il y a eu le confinement, donc tout s'est arrêté. Donc, les voyages à Paris, c'était bloqué. Et je me suis dit, en fait, quand ça va reprendre, quand les activités vont reprendre, j'ai envie, du coup, d'être un peu plus stable dans ma vie professionnelle. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à postuler, en fait, avec différents clubs. D'abord, Tourangeau. Après, ça s'est pas fait. Et puis, il y avait Blois.
Blois, j'étais passé aussi par Blois une année, à l'époque de Hugo Cancé. En tant que joueur. En tant que joueur, ouais, en fait, tu vois. Hugo Cancé. Voilà, Hugo Cancé. Je m'en souviens. Voilà, c'était déjà... le general manager, c'était déjà Monclar, donc Julien Monclar. Déjà Ouais, c'était déjà le general manager, tu vois. Ok. Donc je me dis, cool, bah, je vais le rappeler, je vais le contacter, etc. Je l'ai contacté d'abord sur LinkedIn. Tu vois, et j'ai fait mon petit message avec ce que j'avais à dire, ce que j'avais potentiellement à apporter à l'équipe, etc. Eux, ils étaient dans une dynamique aussi de rechercher un préparateur physique. Et je ne le savais pas, hein, j'ai fait vraiment une candidature spontanée, comme on dit. Et il m'a dit, écoute, t'as été joueur, c'est cool, t'as eu un bon passage quand t'étais basketteur, etc. Ici aussi à Blois. Écoute, n'hésite pas à passer au bureau et puis on va parler un petit peu de ce qu'il en est. Et puis, tu vois, on sort entre guillemets du confinement et je signe avec Blois. Tu vois, tu es en train de me dire la vérité, c'est cette fameuse audace. L'audace de prendre ton clavier, d'écrire un message spontanément et de te vendre, tu vois. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors, c'est pas donné à tout le monde, mais je vais te dire un truc, et c'est ce que j'ai appris du coup en étant chef d'entreprise, donc en montant ma micro-entreprise, c'est que tu peux pas compter forcément sur les autres. Si tu attends que les uns ou les autres t'appellent, potentiellement, ils vont jamais t'appeler. Donc, vas-y, fais la démarche tout seul et advienne que pourra. Ouais. Et tu vois, moi, j'ai postulé avec des clubs Tours au basket, etc. Ils m'ont jamais répondu. Et c'est pas pour autant que je me suis dit, ils m'ont jamais répondu. Bon, bah tant pis, je serai jamais préparateur physique. Non, vas-y, tape à la porte de quelqu'un d'autre. Par exemple, Blois, ça reste à côté de Tours, c'est une demi-heure en voiture. Vas-y, essaye, tu vois. Et puis, si ça marche pas, bah tape ailleurs, peut-être à Orléans, tu vois. J'avais fait ma formation à Orléans, j'étais pro à Orléans, donc potentiellement, ça aurait pu peut-être matcher aussi, tu vois. Et au final, bah, c'était Blois, et je te dis, Julien Monclar, il m'a accueilli à bras ouverts, il m'a dit, bah, viens, on va discuter, voir un peu ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable d'apporter pour l'équipe, voir un petit peu ton background, ton expérience, etc. Et puis, bah, tu vois, ça a matché, et je suis resté 2 ans à Blois. Et t'es arrivé, c'était quoi, 2020, c'est ça 2020 J'arrive à Blois 2021. 2021, ouais, d'accord. J'arrive à Blois 2021. Et donc, on fait toute la saison 2021, mais pendant le Covid. Et tu sais, c'était horrible. Ouais. Les salles étaient fermées, il n'y avait pas de public. Ça veut dire que les gars faisaient les matchs classiques, mais en fait, au final, on pensait que c'était des matchs de prépa. Tu sais, t'entendais le grincement des pieds dans la salle. Je me souviens parce que... il se passe rien dans la salle, quoi. Nous, avec l'agence, on devait couvrir encore avec des images les matchs à Nancy. Voilà. Et c'est vrai que c'était horrible. C'était horrible. T'étais dans la salle, il se passait rien. T'entendais les gars annoncer les systèmes. Enfin, tu vois, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de public. Enfin, toi, tu as été basketteur, je l'ai été. Tu sais très bien qu'une salle pleine, ça peut changer complètement la physionomie du match. Et donc là, c'était très compliqué, tu vois. Et puis après, il y a eu l'effet réouverture des salles avec, tu sais, un siège vide, un siège, etc. Tu vois, un siège sur 2. Voilà, c'était aussi compliqué parce que les gars, pendant 2-3 mois, on jouait, après on jouait pas, après il y avait des coupures, après tu revenais, après les salles ont réouvertes. Bon, c'était compliqué aussi. Enfin, tu vois, voilà, une saison, on va dire, en demi-teinte. Ok. Et toi, tu as toujours cru à ta capacité d'émerger de cette profession. Je recontextualise encore. C'est qu'aujourd'hui en France, même il y a quelques années en France, préparateur physique, c'était pas forcément un métier qui était développé dans le sport. Tu vois, du moins, tu me dis si je me trompe, hein, de ce que moi je voyais, on voyait en NBA, ils ont tous un préparateur physique, etc. Même deux. Même deux. C'est ouf. Et quand on est en France, j'ai l'impression que ça a pris du temps. Ça commence à venir. Hein. Là, je le vois vraiment que ça commence à venir. Mais toi, quand tu rentres dans ce créneau-là, est-ce que tu dis, ah vas-y, lourd, je vais déchirer, ou à un moment donné, tu as eu des doutes? Ah ouais, mais moi je suis arrivé avec plein de doutes. Tu vois, j'étais rempli de doutes quand je suis arrivé. Déjà, il faut savoir que c'était la première fois que je faisais ça. Donc, je partais vraiment de rien. J'avais aucune expérience. Je ne pouvais pas avoir d'éléments comparateurs, etc. Donc, très compliqué pour moi. Après, j'ai eu la chance d'avoir un très bon préparateur physique à Orléans qui s'appelle Nordinatab. Et je l'ai appelé en lui disant, écoute, je suis le nouveau préparateur physique de Blois. Il m'a dit, waouh, félicitations, trop bien.
Est-ce que tu as besoin d'avoir, je sais pas, des informations, des choses et d'autres? Et donc, on a beaucoup parlé et on a mis pas mal de choses en place grâce à lui. Voilà, ça, je peux le dire parce que je veux pas citer les noms, mais du coup, j'aime bien en parler et ça me fait kiffer du coup. J'ai aussi contacté d'autres préparateurs physiques et qui ont vu mes messages et qui ne m'ont jamais répondu. Vas-y, cite les noms. Tu vois, c'est important. Je ne peux pas citer les noms, mais je sais que toi, tu aimes bien ça, mais je ne peux pas citer les noms, mais si cette personne-là, du coup, écoute le podcast, il se reconnaîtra, je pense. Voilà. Et donc, bien sûr, j'étais rempli d'incertitudes. Je ne savais pas où est-ce que j'allais, comment ça allait se passer, ni même si ça allait matcher avec le coach. Tu vois. Et donc, du coup, c'était un peu l'inconnu. Après, l'avantage que j'avais, c'est que, par exemple, Lamine Samb, qui était joueur de Blois pendant 2 ans, moi, c'était carrément mon roommate quand on était au Pôle Espoir. Tu vois. Donc, ça veut dire qu'il y avait des gars, en fait, avec qui j'étais ami dans la vie de tous les jours, qui au final se retrouvaient avec moi en tant que préparateur physique et eux en tant que joueurs. Donc, on va dire, c'était plus facile, tu vois. Sur des choses comme ça, c'était plus facile. Thomas Corneli, je le connaissais d'avant, on était au collège ensemble. Alexis Tang, on était au Pôle Espoir ensemble. Donc, c'était plus facile, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, par rapport à des joueurs, ou même par rapport au staff, je devais vraiment faire mes preuves. Et c'était ça le plus dur. Et c'est ça le plus dur. Mais regarde, moi, je te redonne pourquoi je te parle de ça. C'est que tu vois, moi, j'ai fait Pau. Je suis parti en Suisse. Je suis revenu à Chalon, t'en parlais. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai jamais eu de préparateur physique. Moi, le coach, c'était mon coach, mon préparateur. Ouais, et c'est bien ça le problème. Hein. C'était le gars qui faisait les vidéos. Et ça rend ouf. Ouais. Moi, je me souviens, on va dire Game By, on va le citer. Moi, on avait perdu. Demande aux gars de l'époque. On perd à Bordeaux, on devait pas perdre, tu vois. On revient, on rentre en avion ou je sais plus comment on rentre. On arrive, on fait des escaliers. Chalon. En plus, Chalon, la salle est grande. Et le gars, il estimait que c'était normal. Alors que tu rentres, t'as pas bien dormi, t'as cogité. T'as mal mangé. Tu t'es pas hydraté. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Et potentiellement, tu peux te blesser. Ouais, c'est ça. Tu vois, mais c'est ça que je veux dire. Comment toi t'analysais à cette époque-là, justement, où il n'y avait pas de préparateur physique dans les clubs, quoi? Franchement, je veux pas te mentir, moi j'étais choqué. Hein. Moi j'étais choqué. Après, si je dois être très honnête avec toi, moi dans l'année donc la deuxième année, quand je commence un peu à me rôder avec Blois, etc., donc on va dans les clubs, etc., donc il y a les matchs, et des fois j'essaie de parler avec le préparateur physique d'en face, mais il n'y en a pas. Ouais, tu vois. Ça veut dire qu'on est en Pro B et il n'y a pas de préparateur physique. Dans certains clubs, je ne parle pas dans tous les clubs, mais dans certains clubs, ça n'existe pas. Ça veut dire que moi, je parlais avec des gars après qui sont arrivés à Blois, je disais, alors, tu as fait quoi l'année dernière avec ton prépa physique, etc. Il me dit, mais moi, je n'ai jamais eu de préparateur physique. Ouais. Ils sont en Pro B. Enfin, je ne sais pas si tu vois. Non, si je vois, mais... La Pro B, elle a carrément été élue la meilleure 2e division d'Europe. T'es sérieux? Tu n'as même pas de préparateur physique. Est-ce que ça choque quelqu'un? Enfin, je sais pas. Moi, ça me choque personnellement, tu vois. Moi, ça me choque. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'aurais bien voulu en avoir un. Tu vois, à un moment donné, t'es jeune, t'es fougueux. Et moi, tu vois, avec mon jeu athlétique, c'est ça. Je partais dans tous les sens. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire, moi, un match, j'étais toujours en train de courir, sauter partout. Et tu te rends compte en fin de carrière que finalement, tu vois, moi, j'avais des anciens. Tu sais, t'as toujours les anciens. Ouais, calme-toi, pas ralentir. Exactement. Mais tu comprends pas pourquoi. Et tu comprends pas. Exactement. Tu comprends pas. Exactement. Et donc, je revenais. Ma question, c'était concrètement, c'est quoi le rôle d'un préparateur physique dans une équipe de pro? Le rôle du préparateur physique, c'est vraiment d'avoir une programmation, tu vois. Soit une programmation, de toute façon, moi, je faisais 2 programmations. Donc, programmation individuelle, tu vois. On va cibler potentiellement les blessures, on va cibler les points faibles de la personne, on va essayer de mettre des process en place, on va essayer de mettre tout un tas de choses pour que, justement, ils puissent performer individuellement. Mais il y avait également aussi une programmation pour tout ce qui était collectif. Et donc, l'objectif aussi du préparateur physique, c'est de créer du coup une atmosphère, une bonne osmose pour que tout le monde puisse travailler avec tout le monde, tu vois, et que ça puisse bien se passer sur le terrain. Après, ce que j'avais à Blois, et moi j'adorais ce lien-là que j'avais avec les joueurs, c'est que Julien, souvent, il me disait comment tu sens l'équipe, tu vois. Ouais. Donc, il y avait vraiment cette passerelle-là que moi, je faisais entre le staff, donc ça pouvait être le coach, l'assistant coach, le general manager, et les joueurs.
Ouais. Tu vois. Et donc, vu que moi, j'ai été joueur, je savais ce que je pouvais dire, mais sans forcément les trahir, Yes. et inversement. Yes. On Tu vois. connaît ça. Donc, Ouais. du coup, il y avait un réel échange, entre guillemets, Ouais. entre le joueur et le staff. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a bien marché, ça a bien matché, tu vois. Mais je pense que le préparateur physique, il doit avoir un rôle vraiment, tu vois, comment dire, de lien entre vraiment toute la partie staff technique, tu vois. Et donc, ça va être le docteur, ça va être l'ostéo, ça va être le kiné, ça va être l'assistant coach, le general manager, mais également le coach. Mais ça doit être aussi avec les joueurs. Tu vois, il peut pas non plus dire bon, le coach il exige ça, bah écoute, vous allez faire ça. Non. Le préparateur physique, moi je disais, alors j'allais voir par exemple le capitaine, je disais alors comment vous vous sentez, comment tu sens l'équipe, ok, toi tu sens quelle atmosphère là en ce moment, est-ce que tu trouves qu'il y en a un qui est un peu plus dedans, etc. Ouais, pourquoi, etc. En fait, il y avait beaucoup d'échanges, tu vois, et donc du coup je pouvais remonter les infos et inversement faire redescendre les infos aux joueurs. Et ça, je pense que c'était vraiment très C'est important. ce que tu me disais. Tu me disais, plus tu montes de niveau, plus les joueurs, ils connaissent leur corps. Ils connaissent leur Ah corps. ouais, c'est- Et donc, moins, finalement, tu as besoin réellement de les entraîner. Tu es vraiment dans un accompagnement individualisé. C'est ce que tu me disais, il me semble bien. Ouais, c'est vraiment un accompagnement individualisé. Après, comme je le dis, hein, il y a des joueurs qui arrivent et qui te disent, écoute, moi je connais mon corps parfaitement. Et au début, tu te dis, wow, attends, Ouais. je vais quand même t'apprendre peut-être 2-3 trucs et tout. Et au final, non, le mec te dit ça parce qu'en fait, c'est son outil de travail. Il sait exactement comment il doit s'entraîner, comment préparer les choses, dans quelle bulle se mettre, etc. Et tout. Donc, vraiment, il connaît son corps. Peut-être qu'il va avoir besoin de toi pour du stretching, pour un petit accompagnement pour l'échauffement, tu vois, pour venir mobiliser une petite partie du corps, etc. Mais sinon, le mec connaît vraiment son corps, tu vois. Et donc, du coup, il a pas vraiment besoin de toi. Donc, ça, c'est la première chose. Après, tu as les jeunes qui arrivent souvent en Pro B, Ouais, tu vois. ouais. Et là, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, souvent, ils se disent, tiens, je vais faire de la muscu aujourd'hui. Tiens, je vais faire ça. Ouais. Tiens, je vais faire... Non, C'était- tu vas un peu c'était- partout. C'était moi, mec. Voilà, tu vas un peu partout. Et donc, du coup, bah, moi, je vais être là pour te cadrer, je vais être là pour t'accompagner, je vais être là pour surtout te sensibiliser à comment tu dois être sur le terrain et surtout la performance que tu dois apporter sur le terrain. Tu vois, moi, c'était vraiment ça mon rôle, en fait, en tant que préparateur physique. Et pas dire, ah, aujourd'hui, tu veux faire de la force. Ok, on fait de la force. Aujourd'hui, tu veux faire de l'explo. Ok, on fait de l'explo. Non, c'est pas ça. Tu vois, c'est vraiment créer des cycles, c'est vraiment faire comprendre la démarche de la préparation physique, ce que ça doit lui apporter vraiment sur le terrain pour qu'il puisse performer le jour J. Et ça, c'était important, tu vois. Et des gars comme LeBron James, Cristiano Ronaldo, j'ai l'impression qu'eux, ils avaient 10 ans d'avance. Les gars, aujourd'hui, franchement, moi, je suis admiratif, hein, parce que tu vois, quand je vois LeBron James, 38 ans, j'ai vu sa préparation. Oh là 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 là. Ah, c'est choquant. C'est choquant. C'est choquant, Ouais, je on vais est pas te mentir, d'accord. c'est choquant. Ouais, c'est choquant. Ouais. Ouais, c'est choquant. C'est choquant parce que, tout simplement, bah, le gars, ça fait potentiellement 20 ans qu'il fait ça, quoi. Ouais, exactement. Tu vois. À haut niveau. On va pas dire. Ouais, tu vois, on parle d'un gars qui est, qui est à haut niveau. Et puis, c'est surtout, on parle pas d'un petit joueur, tu vois. Ouais. On parle d'un gars qui performe chaque année, qui a été potentiellement à chaque fois en playoff, etc. Donc, tu vois, qui a fait la post-season, etc. Donc, tu dis, OK, bon, le gars, il a un préparateur physique. Alors après, tu vois, c'est encore cette question-là à chaque fois. Est-ce que, du coup, je dois investir dans un préparateur physique? Tu vois, parce que l'année, tu as ton préparateur physique, tu as ton staff, etc. Mais l'été, qu'est-ce qui se passe? Tu es livré à toi-même. Ouais, Tu vois, tu n'es plus dans les clubs. ouais. Donc, est-ce que tu investis aussi en toi en disant, bon, bah, je vais peut-être prendre un préparateur mental, je vais peut-être prendre un préparateur physique, je vais peut-être prendre un kiné qui me suit, etc., un masseur, etc. Tu as cette question-là qui se pose. Après, pour coacher pas mal d'athlètes, etc., beaucoup me disent, ouais, mais ça coûte cher. Et c'est ça que je vais te dire. Regarde, moi, je regardais à l'époque Evan Fournier, il faisait une série qui était géniale. Tu vois, il montrait son quotidien et il disait ben, moi, j'ai investi dans une personne qui me fait à manger, dans une cuisinière, tu vois. Et c'est normal. Et oui, mais et c'est là où c'est vrai que le paradoxe de la personne lambda ou de la personne qui est en Pro B, voire même en Pro A, c'est de se dire mais moi, j'ai pas les moyens. Comment tu réponds à ça? En fait, Vas-y, dis la vérité. Non, comment on mais en répond fait, à ça? faut dire les vraies choses. En fait, les gars ont les moyens. Les gars ont les moyens. Mais c'est pas leur priorité. C'est pas leur priorité. Leur priorité, peut-être, ça va être de partir en vacances, Life tu vois, Ouais. aller faire du jet ski, faire des trucs comme ça et tout. C'est cool.
Tu vois, moi, je le dis à chaque fois à mes athlètes. Les gars, vous avez le droit de prendre des vacances. Vous avez performé pendant une année, pendant une saison, d'accord? Allez-y, prenez des vacances. 10, peut-être 12, peut-être 15 jours, max. Mais par contre, quand tu reviens chez toi, c'est pour travailler. Sinon, ça sert à rien. Sinon, on prend 2 mois de vacances et puis reviens hors de forme. On va voir ce qui va se passer l'année d'après. Tu vas pas jouer, tu vas avoir des blessures, tu vas pas comprendre pourquoi. Lui, il va passer devant toi, etc. Tu vois. Donc, à un moment donné, si tu veux être professionnel, il faut que tu sois professionnel jusqu'au bout. Prends des vacances, il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, quand tu reviens, il faut que tu mettes des choses en place qui vont te permettre d'arriver, du coup, dans ta prépa pour dire, bon, écoutez, moi, j'ai fait quelque chose et donc, du coup, mon objectif est de passer des caps. Tu vois. Donc, moi, je connais des joueurs qui le font. Et c'est très bien, tu vois. Qu'ils me prennent ou qu'ils me prennent pas, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Mais ils le font. C'est vachement bien. Par contre, je connais des joueurs, ils arrivent hors de forme. Et ils comprennent pas après pourquoi ils jouent pas, ils comprennent pas pourquoi ils sont blessés, ils comprennent pas ce qui se passe dans la saison, etc. Moi, je pars du principe que t'es professionnel, on te donne de l'argent. Mais c'est quoi la limite? Toi, demain, par exemple, tu dois accompagner un joueur. C'est quoi la limite des 15 jours? C'est 1 kilo, 2 kilos? C'est je bois pas à l'école? C'est une fête, tu fais la fête, mais une fois. Comment tu encadres tout ça si jamais tu dois accompagner un joueur? Comme je le dis à chaque fois, la personne souvent elle me contacte. Elle me dit bon, oui, voilà, j'aimerais travailler avec toi, etc. Mais je vais partir en vacances 10 jours. Ok, cool, pars en vacances 10 jours. Qu'est-ce que je fais? Écoute, ça dépend de toi, c'est ton corps. Tu vois, c'est ton corps, c'est ta vision de la chose, etc. Et puis c'est surtout, c'est ton projet dans le basket. Qu'est-ce que tu veux faire dans le basket? Est-ce que tu veux être juste un joueur pour dire je suis dans le basket, ouais, je suis bien, je suis en Pro A, je chill, etc. Ou est-ce que tu veux performer ou potentiellement jouer une Coupe d'Europe? C'est ça la question, tu vois. Donc, où est ton itinéraire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu comptes mettre en place? Je veux faire une Coupe d'Europe. Qu'est-ce que tu me conseilles alors? Si je te dis je prends 10 jours. Je te dis, prends 10 jours, mais je te dis, fais attention à toi. Ok. Voilà. Ok, juste ça. Tu vois, je te dis, fais attention à toi. Donc, le fais attention à toi, ça veut forcément dire des choses un peu plus sérieuses, tu vois. Par exemple, ok, je te laisse boire de l'alcool, mais je te laisse boire de l'alcool une fois dans ton séjour. Et tu choisis ton jour, quoi. Voilà. Je te laisse manger ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand tu viens et que tu te mets sur la balance avec moi, je veux pas que tu sois hors de forme. Et s'il est hors de forme? Ah, s'il est hors de forme, déjà, c'est son problème. Parce que moi, dans les séances que je vais lui programmer, j'ai pas forcément prévu ça. Donc, du coup, peut-être qu'il va cravacher pour arriver là où est-ce qu'il veut être. Mais encore une fois, c'est son problème. C'est pas le mien. Ce sont des adultes. On leur donne un salaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, tu dois être responsable par rapport à ça également, tu vois. Par rapport à la personne que tu engages ou le club qui t'engage. Tu dois être respectueuse de ça, tu vois. Ouais, si tu arrives en étant genre, ouais, mais j'avais pas le temps, tu vois, ouais, mais il fallait que je live, etc. et tout. Ok, cool. Mais pose-toi les bonnes questions après de ce qui va se passer, en fait. Mais tu vois, moi, ça me fait rire. Je suis en train de penser, quand tu me parles de ça, c'était sur Insta ou c'était sur, je sais pas, sur les réseaux. Il y avait un coach, tu sais, bien costaud, là. Et il avait ses disciples, ses élèves qui allaient manger des burgers. Et il rentrait dans le. Ouais, il foutait tout en l'air et tout. Il foutait tout en l'air. Ouais. Bon, c'est peut-être du fake, mais grosso modo, il faut être vigilant. Mais toi, tu es en train de dire justement que toi, tu as prévu quelque chose. Le gars, il vient hors de forme. Tu réadaptes indirectement, tu lui dis pas, ou tu dis non, gars, tu m'as engagé pour ça, on y va à fond. Tu vois, c'est parce que finalement, ça reste aussi ton client. Bien sûr, mais moi, mon objectif, c'est pas qu'il se blesse. Voilà, ok. Déjà, mon objectif, c'est pas qu'il se blesse. Tu vois, moi, mon objectif, quand quelqu'un me contacte, et c'est ce que je dis à chaque fois, si tu me contactes, c'est pour gagner. Si tu me contactes juste pour chiller après dans la saison, ça m'intéresse pas, prends quelqu'un d'autre. Je m'en fous, en fait. Tu vois. Donc, si tu me contactes, c'est pour vraiment qu'on aille chercher quelque chose ensemble, un objectif, tu vois, une target. Et donc, souvent, si la personne arrive hors de forme, forcément, je vais adapter le programme. Tu vois, sur la première semaine, voire la première semaine et demie, je vais vraiment l'adapter. Par contre, après, il faut bien, à un moment donné, qu'on rentre dans le vif du sujet. Après, l'avantage que j'ai, c'est que je pense avoir une certaine notoriété, entre guillemets. Je mets des guillemets, attention. Voilà, une certaine notoriété. Et donc, souvent, les personnes qui m'ont eu à Blois se disent à chaque fois, lui, ce préparateur physique-là, il blague pas. Ok. Si tu as envie de travailler, il va te faire travailler, c'est pas un problème. Mais par contre, il va pas blaguer. Ouais. Donc, souvent, il y a cette peur déjà de se dire, ouais, mais attends, mais lui, il va me massacrer si j'arrive hors de forme. Donc déjà, tu vois, ils sont déjà dans la démarche en mode genre, vas-y, je vais essayer d'arriver
un minimum bien pour potentiellement performer rapidement avec lui. Tu vois, si déjà il doit me remettre en forme, entre guillemets, pendant une semaine, voire une semaine et demie, bah déjà, potentiellement, je perds une semaine et demie, tu vois, de mon programme et donc du coup de ma charge financière. Ouais. Est-ce que c'est vraiment utile? Non. Donc du coup, bah, tu vois, ils se mettent directement dans le droit chemin. Ok. Maintenant, concrètement, tu dis, ouais, il faut qu'on investit dans notre propre corps, dans notre carrière, on est rémunéré. Mais ça coûte combien d'avoir les services de Will et de se faire accompagner sur une saison, sur une année? Donne-nous des ordres, un peu d'idées, parce que finalement, tu nous parles de tout ça. Mais moi, concrètement, c'est vrai qu'à l'époque, je me serais dit, ça me coûte de l'argent. Comment me faire changer d'avis? Et combien ça coûte? Combien ça coûte, l'argent? Non, je sais que tu veux savoir des prix, mais en fait, le truc qui va se passer, c'est que on va prendre l'exemple tout con de LeBron. Ok, souvent les gens ils disent, et tout le monde le sait, hein, il met 1,5 million dans son corps. Ok, il met 1,5 million dans son corps. Il doit prendre 60 millions la saison. Ok, donc 1,5 million sur 60 millions, tu les sors. Tu les sors. C'est pas Easy. un problème, tu vois. Exactement. Ça va. T'as les sponsors à côté, t'as plein de trucs, etc. Normalement, t'es bien, tu vois. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois aux athlètes. Je dis pas que l'objectif, c'est de sortir 10 ou 15 ou 20 000 euros sur l'été. C'est pas ça que je dis. Je dis que si tu investis dans ton corps sur une période de 3 semaines, 1 mois, ok, ton objectif, c'est pas de dire j'ai dépensé ça. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire ok, j'ai investi là-dedans, ok, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est ça qui est intéressant. Parce que dire simplement, ouais, j'ai lâché tant, voilà, c'est cool. Ok, d'accord. Si quelqu'un à côté a de l'argent, il va faire la même chose que toi, en fait. C'est pas un souci. Par contre, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Ok, tu vois, comment tu vas faire fructifier ton investissement? C'est ça la vraie question. Et c'est ce que je dis à chaque fois à mes athlètes. Je leur dis, ok, peut-être que moi, je suis cher. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, à l'heure actuelle, là, tu es là. D'accord? Tu joues 15 minutes par match, voilà, tes stats, c'est ça, etc. Moi, ce que je te propose, c'est pas de doubler tes stats ou tripler tes stats. Parce que du coup, ça dépend de toi, ça dépend du jeu, ça dépend de plein de choses. On le sait, on a été basketteur. Par contre, moi, ce que je vais lui apprendre, c'est que je vais lui dire, je vais t'apporter une rigueur, je vais t'apporter à conscientiser les choses, et je vais surtout t'apporter une éthique de travail. Voilà. Après, par rapport à ce que je t'ai apporté, soit tu la réutilises dans ta saison, et donc tu vas performer, soit tu la mets de côté, et ça va être plus compliqué pour toi. Il y en a, ils le font. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Ils performent. Et souvent, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils se disent, waouh, attends, avant, je jouais pas trop. Là, le coach, il me fait confiance. Je suis mieux sur le terrain. Je suis plus en confiance. C'est plus facile pour moi, etc., etc. C'est pas parce que le coach t'a fait jouer 10 minutes de plus ou quoi au caisse. Hein. C'est pas par rapport à ça. C'est ce que tu as fait l'été. Tu vois, l'été, tu as été rigoureux. Tu as été professionnel. T'es parti sur des choses dans le but de te mettre dans le rouge, de comprendre des choses, de conscientiser les choses, de mettre en place ton process, etc. Tu vois, en fait, c'est ton mindset que tu as mis en place, tout simplement. Une fois que tu as ton mindset, tu peux faire ce que tu veux après. Tu as un exemple à nous donner de 2 minutes, un exemple concret d'un joueur que tu as pris et que tu l'as emmené justement dans ce mindset et que ça l'a fait totalement changer son approche du jeu. Ouais, Après, je peux parler par exemple de Zoé Wadou parce que elle c'était ça, tu vois. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec elle, il y a 2 ans maintenant, souvent, quand je travaille avec quelqu'un, j'aime bien envoyer des messages sur ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, avec qui, les coachs, peut-être ses coéquipières, ses coéquipiers, etc. Tu vois. Moi, j'ai envoyé un message à un coach. On va pas dire le nom parce que après, ça va les mettre un peu dans le porte-à-faux, mais voilà. Et la première chose qu'on m'a dit, c'est « Ah, Zoé Wadou, non, mais c'est pas une athlète. Ça sert à rien, tu vas perdre ton temps avec elle. » Moi, j'adore qu'on me dise ça. J'adore qu'on me dise ça parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu me prends, c'est pour gagner. Sinon, on prend quelqu'un d'autre. Ça ne m'intéresse pas. Okay, l'objectif ne va pas m'intéresser. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit ça sur elle. J'ai dit « Ok. » Je l'ai évalué, on a commencé à travailler ensemble, on a mis des process ensemble, etc. Voilà, maintenant... elle est en Eurocup et elle tourne à plus de 13 points par match, quoi, tu vois. Et c'est quelqu'un avant qui était en Ligue féminine, qui était dernière de Ligue féminine, c'était compliqué pour elle. Elle se voyait pas trop partir à l'étranger. Après, elle est partie une saison en Espagne, ça s'est ultra mal passé, elle comprenait pas pourquoi, etc., etc., tu vois. Et elle était toujours dans le
questions. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi le coach ne m'aime pas? Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est juste une question de mets les choses en place dans ton quotidien, ok? Mets les choses en place l'été et tu vas voir ce qui va se passer l'année. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a fait 2 ans en Pologne. Bah, du coup, derrière, il y a des clubs qui sont venus la chercher, potentiellement des sponsors qui sont venus la chercher, etc. Tu vois. Et donc, du coup, bah, elle a step up. Après, ce qui s'est passé, c'est que là, par exemple, elle avait signé à Jérusalem. Bon, bah, on connaît la situation à l'heure actuelle, donc elle a dû rentrer. Voilà. Mais à l'heure actuelle, tu vois, elle est en contact avec 2 clubs qui jouent l'Eurocup. Donc, je peux pas dire les noms, mais qui jouent l'Eurocup. Et voilà, c'est une personne maintenant qui est établie en Eurocup. Ouais. Tu vois, donc elle joue la Coupe d'Europe. Alors tu vas me dire, ouais, ok, c'est pas l'Euroleague. D'accord. Mais elle joue la Coupe d'Europe. Elle joue la Coupe d'Europe, mec. Attends. Donc son statut, il a augmenté, en fait, tout simplement. Mais tu vois, moi, c'est intéressant parce que tu vois, il y a des changements de mentalité. Tu sais, avant, on dit oui, il faut pas pousser, il faut pas faire de la fonte quand t'as tel âge, ou faut pas en faire comme ça. Ou il y a un gros débat, c'est les étirements. Tu vois, j'apprends que maintenant, les étirements, il ne faut plus les faire avant, il faut les faire après. À un moment donné, il faut tirer. Oh, mais ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Ouais. C'est quoi la règle dans tout ça? Ça évolue et qui décide? En fait, il y a plein de tests qui sont faits, tu vois, il y a plein de choses qui sont faites sur différents athlètes tout au long de l'année. Et en fait, grâce à ces tests-là, ils savent un petit peu comment la personne peut performer, quand est-ce qu'elle peut être bien, quand est-ce qu'elle peut être un peu moins bien, quand est-ce que ça lui permet de récupérer, etc. Tu vois. Mais vous allez chercher où comment en fait, tu vois, je me souviens, tu vois, moi j'encadre des filles qui ont jusque 15 ans, tu vois. Et une fois, j'avais mon assistante, elle était en STAPS, tu vois, elle était prof de PS. Okay. Et moi, tu sais, j'étais encore sur l'ancienne. Moi, j'ai tiré avant, tu sais, avant le game. Et elle me dit, non, ça ne se fait plus. Maintenant, on les fait à la fin et tout ça. Je lui dis, oh, vas-y, on ne fait plus rien. Ouais, non, mais tu vois, mais ça l'embrouille. Moi, quand j'ai un athlète, je lui dis à chaque fois, écoute, stretching, mobilité articulaire, ok, proprioception et gainage, tu peux en manger matin, midi et soir, ça te fera rien. Merci. Ça te fera toujours du bien. Ok. C'est pas du tout un problème. Par contre, venir pousser 4 fois dans la semaine, faire des choses comme ça, travailler sur de la force, travailler sur de la pliométrie, travailler sur des choses comme ça, bah, ça veut tout rien dire. Le mieux, c'est d'avoir vraiment une programmation et de savoir quand est-ce que tu dois faire ça, quand est-ce que tu dois faire autre chose et quand est-ce que tu dois te reposer, tu vois, comprendre les choses. Ça, c'est vraiment ça, le but de la programmation. Mais vraiment, tout ce qui va être gainage, c'est la base. Ce qui va être proprioception, c'est la base. T'en as partout dans le basket, c'est la base. Tout ce qui va être stretching, c'est la base. Plus t'es souple, mieux t'es, ok? Et plus t'es mobile, mieux c'est. Donc, stretching, mobilité articulaire, ça doit être matin, midi et soir. Ok. Tu vois, les gens qui te disent, ouais, mais là, ce matin, j'étais un peu raide, etc. Ok, bah tu te stretches jamais du coup. Ouais. Non, l'objectif, hein, c'est vraiment de venir te stretcher dans l'objectif que ton corps soit délié, soit déverrouillé, en fait. Plus ton corps, et tu le sais, plus ton corps est déverrouillé, bah, t'es un meilleur basketteur. T'es meilleur sur le terrain, en fait. Entre savoir et faire, tu sais très bien qu'il y a 4 mondes entre les et c'est pour ça que je te dis que le process, il est important, tu vois. Moi, par exemple, avec mes athlètes, je commence toujours par une séance de stretching et une séance de mobilité. Okay. Et quand ils me disent « Ouais, mais Will, moi, je sais me stretcher. » Attends, non, tu ne sais pas te stretcher. On va se stretcher ensemble. Et ils ressortent souvent de la séance, genre trempés comme ça de sueur. Ils me disent « Mais Will, c'est une séance ou comment ça se passe ?» Bah ouais, c'est une séance de stretching, quoi. T'es pas avec ton téléphone, en train d'occuper ton cerveau à envoyer des messages ou à chatter avec des nanas, tu vois. Ça, c'est la première chose. T'es pas, du coup, avec ton pote à côté qui te raconte ce qu'il a fait hier soir. Tu vois, t'es vraiment concentré sur ton stretching, t'es concentré sur ta respiration, t'es concentré à aller chercher un petit peu plus loin, t'es concentré à faire ça, en fait. Et là, effectivement, quand tu fais ça, quand tu fais une vraie séance de stretching, ok, pour moi, une vraie séance de stretching, c'est 40-45 minutes. Hein. Ok. Tu vois les trucs genre, ouais, je me suis stretché 2 minutes avant le match. Ok, super, ouais. Histoire de peut-être te donner confiance ou te mettre dans un mood, tu vois, dans un mood de préparation avant match, tu vois. Mais si tu dois faire une séance de stretching, c'est 40-45 minutes. Okay. Tu fais une séance de stretching. Est-ce qu'une séance de shooting, ça dure 2 minutes? Non. Non, mais je suis d'accord. Ta séance de shooting, ça dure peut-être 1 heure, peut-être plus, tu vois. Bah, du coup, ce que tu dois faire à côté du basket, ça doit compter tout autant que t'être basketteur.
Ouais, je suis Et d'accord. ça, je pense que c'est hyper important. Il y en a beaucoup qui l'oublient malheureusement. Ouais. Je vais terminer là-dessus. On est pressé par le temps. Je suis Il y a désolé aucun parce que problème. c'est hyper intéressant. Moi, je voudrais revenir sur une partie qui est la technologie. Tu vois, moi, je suis fan de technologie. Ça évolue. Mais aujourd'hui, ça évolue en bien et en mal parce qu'aujourd'hui, on a la capacité d'avoir, on voit les Fitness Plus de Nike, de Apple qui ont des préparateurs physiques, comment dire, avec l'IA. On a plein de choses qui poussent potentiellement à te remplacer, à vous remplacer. Concrètement, comment toi, tu veux contrer la technologie, tu vois, avec Apple qui font leur studio à Hollywood et qui nous permet justement d'avoir. Et c'est super ce qu'ils font. Hein. C'est super ce qu'ils proposent. Est-ce que toi, ça a un impact sur ton business ou pas du tout? Ah, moi, je sens rien du tout. Est-ce que tu penses que ça aura un impact dans 10 ans? Non, mais concrètement, Je même pense pas que par rapport à toi, mais par rapport au marché, tu vois, au marché des préparateurs physiques, quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'il y a un impact de la technologie? Je pense qu'il peut y avoir un impact, mais pas forcément pour les préparateurs physiques. Je pense plus pour les coachs sportifs. Parce qu'il Ah, ok. y en a tellement des coachs sportifs Donne la différence, s'il te plaît. C'est entre quoi? un coach sportif Eh et ben un oui, préparateur mec. physique. Bah oui. Bah, un coach sportif, déjà, il va essayer de t'accompagner et de répondre à un objectif. Tu vois. Donc, un objectif, je sais pas, perdre de poids, gagner de la masse musculaire, être mieux dans son quotidien. Voilà. Un truc, on va dire, entre guillemets, classique, simple. D'accord. La différence avec un préparateur physique, c'est que le préparateur physique va vraiment te préparer physiquement, ok, comment dire, à performer dans ton sport. Ok. Donc là, on parle vraiment de performance. On parle pas juste de oh bah j'aime bien jouer au basket, j'aime bien mettre 2 3 paniers, bon bah j'ai pris un préparateur physique. Moi ça m'intéresse pas perso. Moi j'aime bien savoir ce que fait la personne, tu vois. Donc quand quelqu'un me contacte par exemple N1, tu vois, N2 N1, je refuse. Ça m'intéresse pas. Voilà. Mais je comprends que peut-être que certains vont dire oh il est hautain, il a la grosse tête, etc. Et pourquoi? Bah, parce que moi je veux vraiment performer quoi. Je veux aller dans la performance de la personne. Mon objectif, si la personne elle est en Pro B, c'est de l'emmener en Pro A. Ok. Mon objectif, si la personne elle est en Pro A, c'est de l'amener en Coupe d'Europe. Mais tu peux le faire, un gars qui est en N1, N2, il peut avoir aussi ce potentiel. T'étudies le profil ou? J'étudie à chaque fois le Ok. profil, j'étudie à chaque fois avec qui je vais travailler, comment je vais travailler, ce qu'il a fait par le passé, etc. etc. tu vois. Ok. Il y a des joueurs, des fois, qui m'appellent en N1 et je pense qu'ils sont très bons, mais leur façon de s'approprier le basket est trop compliquée. Ok, d'accord. C'est trop border. Ok. Tu ok, vois. ok, Et là, je moi, ça comprends. m'intéresse pas. Je veux que la personne vraiment se dise, ok, moi, mon objectif, c'est d'aller là-bas. Bah, vas-y, je mets tous les ingrédients pour aller là-bas. Ouais. Je mets pas simplement un ingrédient de temps en temps pour dire, oh bah t'as vu, j'ai essayé d'aller là-bas. Bah non, t'as pas essayé d'aller là-bas. Non, non, essayer d'aller là-bas, c'est vraiment tout mettre en place pour y arriver. Ouais. Tu vois. Et auquel cas, tu n'y arrives pas. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme en soi. Mais au final, tu as quand même essayé de tout faire pour arriver à ton objectif. Mais Et je ça, kiffe. ça change tout. Je kiffe de ouf parce que aujourd'hui, tu as pris aussi un deuxième pivot. C'est que tu accompagnes physiquement, mais mentalement aussi. Tu fais de la préparation mentale. Ouais, Tu exactement. t'occupes de grands patrons du 440. Mec, mec, je suis désolé, c'est pas encore pour moi, mais bon. Non, mais il faut le dire, gars, t'as une ascension de dingue. Comment on arrive à s'occuper des boss de la France? Honnêtement, bouche à oreille. Ok. Et tu vas être, à mon avis, choqué, mais c'est vraiment bouche à oreille. J'arrête pas de le dire sur mes réseaux, hein, le meilleur canal de diffusion, c'est le bouche à oreille. Tu vois, c'est très simple. Tu vas dans un restaurant, il est bon, t'en parles à tes amis, quoi. Ouais, mais avant ça, il faut être bon. Tu l'as dit, il faut que tu sois bon avant le bouche à oreille. Bah, avant ça, faut être bon. Voilà, Ouais. c'est ça, Et exactement. t'as été bon. En gros, moi, j'ai travaillé avec une présentatrice télé sur TF1. Et en fait, elle Donne avait... les noms, gars. Arrête de non, donner non, la ligne non, présentatrice. mais ce Gars, sont des personnes privées. donne ce sont les des personnes privées. blazes. Donc voilà, grande présentatrice. Et en fait, elle avait une grosse problématique. Et la problématique était vraiment psychologique pour le coup. Donc c'est ce que là je vais dire. Je ne suis pas psychologue, je suis vraiment préparateur mental. Donc moi, je suis préparateur mental dans la gestion des émotions. Ok, donc je t'apprends entre guillemets à gérer tes émotions, ok, que ça soit sur le terrain, que ça soit sur un plateau télé, que ça soit dans ta vie de tous les jours. Donc c'est vraiment ça déjà ce qu'il faut dire. Ça c'est la première chose. Après, elle avait une problématique. Donc on a travaillé vraiment sur sa problématique. Elle a vu que au fur et à mesure qu'elle passait en direct à la télé, c'était plus simple pour elle de gérer les choses, de gérer ses émotions. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui a fait que on a pu travailler correctement. Une fois que
Une fois que j'ai pu travailler avec elle, effectivement, un des patrons du CAC 40, sa femme du moins, recherchait un préparateur mental pour son mari, tu vois. Et donc du coup, ça s'est fait comme ça en bouche à oreille, parce que du coup, elle se connaissait, et donc du coup, il y a pu avoir cette passerelle-là. Sinon, à mon avis, j'aurais jamais pu bosser avec des patrons du CAC 40, par exemple. Ok, super Will. Will, on reprendra un podcast Ouais, numéro 2 ensemble. t'inquiète, avec grand Je te plaisir. remercie beaucoup. On est aussi au podcast de Comme un Sport avec Reborn, avec Will Malongo, le boss de la prépa physique, mentale, tout ce que vous voulez vous préparer avec lui. Merci mec, t'assures. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Ciao, ciao.